Et salut les cryptopotes et autres investisseurs, je vous retrouve aujourd'hui 3 novembre 2018 à 14h04 pour ce top 1 de la crypto qui va tout défoncer en 2020. La vidéo va se passer avec un petit topo par rapport au long terme, justement, parce que derrière ce titre un petit peu aguicheur et présomptueux, eh bien, en fait, il va s'agir de faire une analyse long terme d'une crypto, parce qu'il n'y aura pas de top ce mois-ci, en tout cas ce top, c'est celui-là. Et ensuite, Benny va nous expliquer pas mal de choses aussi par rapport au court et au moyen terme, et venir préciser aussi deux trois petites choses que je vais vous dire moi dans un premier temps. Et dans un troisième temps de la vidéo, pour ceux qui seront les plus courageux, qui iront jusqu'au bout, vous allez savoir pourquoi est-ce que ces derniers temps j'ai pas trop pu faire de vidéos autres que des vidéos sur l'investissement. Et on clôturera pendant un temps ce cycle sur l'investissement pour passer sur autre chose, et il y a d'autres nouveautés. Et le mois de novembre va être important. Générique. Dès que j'arrive dans le truc, je vais dégueuler tous les gens qui sont posés dans le sud. Alors, la crypto qui sera numéro 1 en 2020, je vous le donne en mille, c'est Bitcoin. C'est Bitcoin. Et pourquoi est-ce que on va vous expliquer que c'est Bitcoin qu'il faut privilégier dans vos investissements là sur les prochains temps à venir. Donc, je rappelle que moi, je parle à long terme et que Benny va venir un petit peu pondérer tout ce que je raconte par rapport à des analyses plus court terme, à des entrées d'acteurs majeurs qui vont arriver. Mais le plus important, c'est quand même de se dire que c'est bien dans Bitcoin qu'il faut arriver à avoir le maximum de billes pour la prochaine bulle quand elle va arriver. Alors, Bitcoin aujourd'hui, au jour où on en parle, ici, il est à 6350 $, toujours numéro 1, et on a 17 350 000 Bitcoin en cours de circulation. Vous le savez, c'est la monnaie mère, c'est une de celles qui est les plus rares en termes de tokens, en termes de coins, et c'est celle surtout qui est là depuis 10 ans. Et comment on appelle ça? C'est pas une industrie, c'est pas une entreprise à proprement parler, sauf que des tas de travaux par rapport aux entreprises et aux industries montrent bien que si une entreprise est là pendant 10 ans, et là on vient de passer l'anniversaire de Bitcoin, c'est celle qui aura le plus de chances de passer à 10 ans après, d'être toujours là 10 ans après. Ça fait 10 ans que Bitcoin est numéro 1, donc statistiquement, tous les indicateurs font que, même si ça n'est pas une entreprise en tant que telle, dans 10 ans, Bitcoin sera toujours numéro 1. Il y a plusieurs raisons à ça. Mais déjà, je voulais voir avec vous comment est-ce qu'il y avait, aujourd'hui, dans le milieu des crypto-monnaies, il y avait 3 catégories de personnes. Il y a ceux qui étaient complètement dégoûtés. Vous connaissez forcément des gens comme ça qui étaient à fond et tout en 2017 et qui aujourd'hui ont complètement lâché l'affaire, ne veulent plus entendre parler du Bitcoin et des crypto-monnaies. Eux, ils sont complètement dégoûtés, ils ont perdu 70-80% de leur capital parce qu'ils n'avaient aucune stratégie, ils sont arrivés au pire moment, ils n'ont écouté aucun conseil avisé et surtout, ils n'avaient pas de plan d'investissement. Donc, ils sont un peu fait défoncer. C'est pas de chance pour eux, mais à la fois, c'est comme ça quand on investit. Et après eux, la deuxième catégorie de personnes qu'il y a aujourd'hui, il y a ceux qui continuent de se faire de l'argent. Parce que ils ont une bonne stratégie, parce que ils sont là depuis un moment, parce que c'était pas un effet de mode, parce qu'ils sont pas rentrés n'importe quand, n'importe comment sur n'importe quoi. Donc là, je parle davantage de crypto-monnaie que de Bitcoin à proprement parler. Et la troisième partie, les troisièmes personnes qu'on n'a pas encore évoquées, ce sont ceux qui ne se sont encore jamais
investis dans les crypto-monnaies, qui ne se sont jamais investis dans le Bitcoin, mais qui doucement commencent à en entendre parler, commencent à se dire que peut-être éventuellement ils pourront rentrer. Et ces personnes-là sont majoritaires. Elles sont majoritaires parce qu'aujourd'hui, il y a des tas de gens qui voyaient ça simplement comme un outil de spéculation, comme un truc complètement à part ou quoi. Et ça m'amène à mon premier point qui est que par rapport à l'investissement long terme, de pourquoi est-ce que Bitcoin sera numéro 1 encore pendant longtemps, c'est que c'est une des rares pour lesquelles il y a une utilisation réelle, quotidienne et de masse. Je m'explique. Ethereum, Ripple et d'autres ont une utilisation réelle et de masse, mais pas de la même façon. Ça va être des professionnels, ça va être des entreprises ou quoi que ce soit. Bitcoin a quand même cet effet et cette chance d'être plus avec de la population et avec du particulier. Et c'est quelque chose de très simple à comprendre. Faire comprendre Ethereum à quelqu'un, faire comprendre le fonctionnement de Ripple, faire comprendre le fonctionnement d'une autre crypto, d'une autre excellente crypto-monnaie, pas d'un shitcoin, c'est jamais très simple. Alors que Bitcoin, c'est une monnaie décentralisée. Voilà. Bref, c'est terminé, vous avez compris. Donc, plus ça va, plus les gens voient que à tel endroit, Bitcoin est accepté, qu'on peut payer réellement avec. Bitcoin, même si c'est en mauvais, même si c'est en bon, même si c'est en ce que vous voulez, on en parle régulièrement, même dans les médias de masse. Donc ça, psychologiquement, ça a un effet rassurant, c'est-à-dire que ce n'est plus un truc complètement inconnu. C'est quelque chose, alors que Ethereum, qui est quand même numéro 2 depuis longtemps, même si des fois Ripple passe devant, Ethereum, quasiment personne ne connaît. Personne ne va se dire, tiens, je vais investir dans l'Ethereum. Non, quelqu'un va se poser la question, est-ce que j'investis dans le Bitcoin? Mais voilà, l'utilisation réelle, c'est à mettre aussi en perspective avec quelque chose de très 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 important dans le milieu des cryptos en général, c'est une communauté très très impliquée. Et donc ça joue beaucoup dans l'adoption de masse, c'est-à-dire qu'il y a une communauté qui est prête à toujours communiquer, à donner des aspects positifs par rapport à Bitcoin et vraiment à s'impliquer par rapport à ça avec les gens, en discuter, pouvoir revendiquer ça comme quelque chose de positif pour le futur et pour le présent aussi. Donc ça, c'était le premier vrai aspect positif parce que en ce moment, on entend beaucoup parler de Bakkt, mais allez voir un petit peu des vidéos sérieuses par rapport à Bakkt et vous verrez que c'est très ambivalent. C'est pas aussi positif que certains vous le disent. Il y a des aspects positifs, mais il y a aussi beaucoup d'aspects négatifs. Donc faites-vous votre propre idée par rapport à ça. Mais relativisons, j'ai pas envie de le mettre dans les aspects positifs parce qu'il y a beaucoup trop d'ambivalence par rapport à ça. Autre aspect, deuxième aspect à long terme que je pense qui est très important, c'est la régularisation et la sécurisation qui se fait depuis un petit moment, hein, mais précisément depuis 2017 à l'Assemblée nationale en France, il y a beaucoup de travail qui est fait. Les autres pays à l'international le font aussi, essayent de réguler. Je dis bien essayent parce que pour l'instant c'est assez compliqué, mais je veux dire qu'aujourd'hui, on a de la chance en France d'avoir au gouvernement des personnes qui se bougent un peu le derrière et qui font en sorte que ce soit pour les entreprises elles-mêmes que pour les investisseurs, l'AMF fait beaucoup et l'État français, notamment par Pierre Persson, font beaucoup. Et d'ailleurs, Bitcoin.fr avait sorti 3 vidéos un peu longues d'une interview de Pierre Persson. Si ça vous intéresse que je fasse un résumé de ces 3 vidéos, parce que je trouve qu'elles sont très intéressantes et très importantes, si vous n'avez pas envie de vous cogner tout ça, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse ce petit récapitulatif, ce sera avec plaisir, parce qu'il y a beaucoup d'informations très très importantes. Cette régularisation, elle est primordiale parce que ça va sécuriser beaucoup d'investisseurs, qu'ils soient de grands investisseurs institutionnels, des hedge funds et compagnie, mais aussi les particuliers. Et ça se voit notamment dans le fait que aujourd'hui, je l'ai déjà dit sur cette chaîne, j'ai pu discuter avec des banquiers qui commencent
l'air de rien, à parler du Bitcoin aux particuliers, qui commencent à leur dire que non, c'est pas si mal que ça, et puis c'est pas si volatile que ça, et aujourd'hui avoir ça dans son portefeuille, c'est plutôt une bonne chose, parce que d'une, ça vient donner du rendement, mais aussi quand il y a d'autres domaines qui viennent se casser la figure, Bitcoin peut être quelque chose qui viendra compenser ou quoi. Enfin, c'est pas encore un discours qui se dit frontalement avec de la doc ou quoi que ce soit, mais un petit peu comme ça, en off, les banquiers commencent à annoncer ces choses-là. Et ça, je parle que au niveau des petits particuliers. Je laisserai Benjamin vous parler plus précisément de tout ce qui va être justement les grosses institutions, de comment est-ce que va se faire cette entrée. Vous allez voir que Benjamin a beaucoup de choses très très intéressantes à vous raconter par rapport à ça, pour que vous ayez bien une vision peut-être plus court moyen terme que ce que je suis en train de vous dire. Mais Benjamin, lui, est quand même dans le milieu de la banque, dans le milieu financier, avec des gros gestions, avec de la gestion de gros capitaux. Donc, de ce côté-là, il sait clairement de quoi il parle. Donc, suivez bien la vidéo jusqu'au bout. Donc, cette régularisation, comme je le disais, elle est très très importante parce que des tas de gens vont rentrer. Et même si la capitalisation ne va pas faire forcément augmenter le prix du Bitcoin, ça va le renforcer, ça va continuer à le rendre crédible. Et même si les professionnels ne vont pas proposer que du Bitcoin, on sait pertinemment que les moments où il y a des grosses corrections, où il y a des bulles qui explosent comme à chaque fois tous les 2 ans, Bitcoin reste malgré tout, pour tous les investisseurs, comment on appelle ça déjà, la valeur refuge. C'est-à-dire que si, quand l'euro se casse la figure ou quoi que ce soit, ou quand des actions se cassent la figure, beaucoup de personnes vont aller, admettons, sur de l'or, sur du dollar ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, Bitcoin est aussi une alternative à ça. Donc ça, c'est plutôt positif. Troisième point, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais ça va être l'entrée massive des professionnels. Aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels qui disent qu'ils vont rentrer, ils disent qu'ils vont le faire, que c'est important. Regardez, bon, je vous mettrai 2-3 articles qui me semblaient intéressants, mais c'est pas tant ça qui est intéressant, c'est pas tant ça. Ça, c'est comme je disais, backed, machin, que c'est mieux que les ETF et tout. Je suis pas du tout convaincu. Et les ETF, je suis pas convaincu non plus. C'est quand les grosses institutions vont vraiment vouloir rentrer très fortement parce qu'ils auront trouvé leur bon prix. Quand eux, ils vont décider que ce sera bon. Vous voyez, là, il y a des estimations qui sont à 20 trillions de market cap pour 2028. Ça, c'est un article que je vous mettrai aussi de Independent, qui est très très positif par rapport à ça. Alors, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout, il s'enflamme un petit peu. Je vais vous dire pourquoi est-ce que j'y crois pas. Ils disent que Bitcoin sera de nouveau à 10 000 $ avant la fin de novembre. Personnellement, j'y crois pas. Et ils disent que Ethereum aussi, où est-ce que je l'ai lu, que Ethereum devrait être à 750% à mi-novembre. Dépêchez-vous les gars, il vous reste moins de 15 jours. Mais même, cet article est quand même intéressant pour les autres choses qu'il soulève. Les grosses institutions et les professionnels, surtout quand ils vont rentrer à nouveau, parce que eux, ils rentrent toujours avant, et c'est ça le point le plus important de cette vidéo, c'est que, comme je l'ai dit déjà il y a un mois, moi, ça y est, j'ai déjà recommencé avec mon capital à pyramider et à rentrer sur Bitcoin de façon régulière. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo sur le pyramidage il n'y a pas longtemps. Et de toute façon, Benny va venir un petit peu vous dire autre chose qui va venir contrebalancer ce que moi je suis en train de vous dire. Donc c'est pour ça que vous aurez votre propre idée à vous faire. Ce n'est pas un conseil en investissement que je vous fais. Mais voilà, moi l'entrée des professionnels, à partir du moment où elle va se faire, je sais que je serai rentré au bon moment. Quand les professionnels vont commencer à sortir ou à aller sur autre chose que de Bitcoin, c'est que les petites mains, eux, vont revenir. La troisième catégorie de personnes dont je vous parlais tout à l'heure. Les dégoûtés, on ne les verra plus. Les holders et ceux qui continuent à faire de l'argent comme vous et moi, on sera encore là. Mais
il y a tous les nouveaux qui vont arriver et qui vont créer la nouvelle bulle. La nouvelle bulle, franchement, si on regarde comment ont fonctionné les bulles jusqu'à maintenant, on peut la voir pour 2019-2020. Il n'y a aucun problème là-dessus. Sur ce, je laisse la parole à Benjamin. Benjamin Sultan, Benny, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, comme analyse? Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à toi, crypto-analyste. Alors, comme tu l'as mentionné, il y a en effet un intérêt grandissant envers le Bitcoin de la part des institutionnels. Pourquoi est-ce que cet intérêt grandissant, il se fait premièrement envers le Bitcoin? Eh bien, car c'est la première crypto-monnaie à véritablement percer, véritablement réussir et se développer. Il y avait déjà eu dans les années 90 des créations de crypto-monnaies à peu près similaires à Bitcoin, en tout cas avec le même but derrière, mais elles n'avaient pas véritablement percé, le projet ne s'était pas développé. Or, ce n'est pas le cas de Bitcoin. Là, lui, Bitcoin réussit à vraiment se développer, à avoir une très grosse communauté derrière. Et Bitcoin, c'est aussi la blockchain la plus sécurisée. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font que, au jour d'aujourd'hui, Bitcoin est la crypto-monnaie de référence et elle a de grandes chances d'avoir un bel avenir devant elle. Maintenant, on lit beaucoup dans les médias que l'intérêt institutionnel se développe pour Bitcoin ou pour les crypto-monnaies, mais on entend ça depuis des mois et des mois et des mois, mais sur les marchés, il ne se passe pas vraiment grand-chose. C'est assez mou depuis maintenant plusieurs mois. Qu'est-ce que ça veut dire clairement lorsqu'on lit dans les médias que l'intérêt institutionnel pour le Bitcoin se développe? Ça veut dire que ces institutions qui gèrent des dizaines, alors ça dépend de leur taille, des dizaines de millions, des centaines de millions, des milliards, voire des billions pour certaines, vont pouvoir proposer à leurs clients des services d'investissement dans les cryptoactifs, on va dire dans le Bitcoin. Donc ces institutions vont pouvoir servir d'intermédiaires pour permettre à leurs clients ayant des capitaux d'aller investir ou spéculer sur le marché des cryptoactifs. À l'heure actuelle, des sociétés proposant à leurs clients d'investir sur le marché des cryptoactifs, il y en a très peu. Ça se développe à une vitesse assez forte, mais si on compare le nombre total d'institutions financières comparé au nombre qui, elles, proposent des services d'investissement dans les cryptoactifs, ça reste quand même une très petite minorité. Donc, le fait que ça se démocratise dans le milieu des institutions financières, que de plus en plus, surtout des grosses institutions, proposent à leurs clients d'aller investir sur le marché des cryptoactifs, cela signifie donc que logiquement, on aurait une entrée de capitaux assez énorme sur le marché des cryptoactifs, et c'est pour ça que ça suscite un certain engouement et que tout le monde semble ravi qu'il y ait cet intérêt institutionnel qui se développe, parce que tout le monde est persuadé que si ces capitaux rentreront sur les marchés des cryptoactifs, alors forcément le prix grimpera jusqu'au ciel. C'est pas aussi simple que ça et je vais vous expliquer pourquoi. Souvenez-vous déjà, en décembre dernier, décembre 2017, il y avait eu l'apparition de futures sur le CBOE et le CME, qui sont deux exchanges, deux places d'échange basées à Chicago. Donc, on a eu l'apparition de contrats futures permettant de spéculer à la hausse ou à la baisse sur Bitcoin. Ces futures étaient destinés aux institutions. Et lorsque les médias ont publié ces news et comme quoi les institutionnels allaient enfin pouvoir spéculer sur Bitcoin, souvenez-vous, tout le monde était ravi, la hausse n'était que d'autant plus grande. Tout le monde était persuadé que parce que les institutionnels allaient enfin pouvoir spéculer sur Bitcoin, on allait monter jusqu'au ciel et jusqu'à la lune ensuite. Or, il s'est avéré que le jour même où les futures sur l'exchange de Chicago, le CME, ont été disponibles, c'est là qu'on avait eu le top sur Bitcoin et que notre bear market a commencé. Le fait que les investisseurs institutionnels puissent spéculer sur un actif en général ne veut pas forcément dire, et surtout sur Bitcoin, que le prix va grimper en flèche. Car ces investisseurs institutionnels, ce qu'on appelle la smart money, souhaitent toujours, s'ils veulent se placer sur un actif qu'ils jugent qui a un potentiel haussier assez grand à long terme, vont toujours vouloir se placer au meilleur prix. Ce qu'on appelle la smart money, eh bien, c'est des capitaux qui sont contrôlés par des investisseurs institutionnels, des fonds privés, des banques ou tout autre professionnel de la finance. En fait, cette smart money, eh bien, c'est de l'argent qui est contrôlé par des acteurs
dont on juge qui ont une meilleure connaissance des marchés financiers, qui ont un certain historique prouvé de leur performance et de leur expérience, et qui sont donc plus enclins à avoir raison lorsqu'ils prennent une décision d'investissement que ce qu'on appelle la retail money, c'est-à-dire l'argent des particuliers qui, eux, ont moins de compétences sur les marchés financiers, les comprennent moins bien, n'ont pas forcément d'historique de leur performance prouvée et qui sont beaucoup plus enclins à se tromper et faire des erreurs lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement. Donc on a ces deux types de money, la smart money, qui sont les investisseurs institutionnels qui en gros réussissent souvent sur les marchés, et on a la retail money, les investisseurs particuliers qui eux sont beaucoup plus enclins à faire des erreurs, à se tromper et ainsi perdre de l'argent. Ces investisseurs institutionnels, la smart money, eh bien, ce sont ces investisseurs qui arrivent à gagner et gagner depuis des dizaines d'années maintenant sur les marchés financiers. Donc, la smart money, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est elle qui va diriger le prix. C'est sur tous les actifs pareil, c'est la smart money qui va créer les forts mouvements de prix qu'on a sur un actif, que ce soit l'or, les actions, le forex, le bitcoin aussi, etc. Ce ne sont pas les investisseurs particuliers qui impactent le prix, c'est toujours la smart money, car c'est eux qui ont le plus de capitaux et donc plus de contrôle et plus d'impact sur les mouvements de prix. Donc la smart money, pour gagner le plus possible en prenant le moins de risques possible, car c'est ça leur but, hein, c'est toujours minimiser le risque, ça c'est clair pour tout professionnel de la finance, on cherche à minimiser le risque en ayant un potentiel de gain assez élevé par rapport au risque qu'on va prendre. Mais la priorité, c'est toujours de minimiser le risque. Et comment est-ce qu'on essaye, qu'est-ce qui est une première chose à faire déjà pour minimiser le risque lorsque l'on rentre sur un actif ou qu'on va le proposer à nos clients? Eh bien, c'est d'acheter cet actif au meilleur prix possible. Alors, lorsqu'un professionnel de la smart money ou un investisseur institutionnel regarde l'historique de Bitcoin, on voit qu'on est indéniablement dans une forte tendance haussière. Ça, on peut pas le dénier. C'est clair pour tout le monde. Néanmoins, est-ce que 6350 $, c'est forcément un prix judicieux pour rentrer et se placer maintenant à long terme sur le Bitcoin? Oui et non. Alors oui, pourquoi? Parce que par rapport au potentiel haussier long terme de Bitcoin, 6350, ça peut rester un prix attractif. Le jour où Bitcoin, si jamais Bitcoin va à 50 000, 60 000 $, etc., alors dans ce cas-là, tous ceux étant rentrés à 6350 ont fait une très bonne affaire. Néanmoins, là, au jour d'aujourd'hui, dans notre contexte actuel de 2018 et à moyen terme, 6350, c'est peut-être pas forcément le prix judicieux pour aller placer des dizaines de millions, des centaines de millions, voire des milliards. Alors je ne pense pas encore que les institutionnels placent des ordres à des milliards sur le Bitcoin, mais tout du moins tous ces fonds, tous ces institutionnels réunis, oui, ça peut faire rentrer beaucoup de milliards sur le marché des cryptoactifs. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, la smart money cherche toujours à rentrer au meilleur prix possible sur un actif. Et c'est d'ailleurs pourquoi, si vous vous souvenez, alors c'était quand? C'était en septembre ou en octobre 2017, le PDG de JP Morgan, qui se prénomme Jamie Dimon, avait répandu énormément de FUD et de news négatives sur le Bitcoin en disant que c'était une fraude et que ça n'avait aucun avenir, ce qui avait impacté le marché et donc fait chuter le prix de l'ordre de... voyons voir, c'était combien? C'était ici, de l'ordre de 38%, je ne sais plus si c'était celui-ci ou cet événement-là. Il y en avait un, c'était la Chine, l'autre c'était Jamie Dimon. Enfin bref, le prix avait chuté suite à l'annonce de Jamie Dimon de l'ordre de 30%. On a appris par la suite en fait que JP Morgan, durant cette même période de news répandues négatives, de FUD, etc., avait passé des ordres à l'achat sur le Bitcoin. Donc vous voyez, c'est un peu comme ça que cherche la smart money, les investisseurs institutionnels à rentrer au meilleur prix sur un actif. C'est que, étant donné qu'ils ont énormément de contrôle et de pouvoir, surtout sur un petit actif comme Bitcoin qui a une market cap qui est considérée comme ridicule, comparé à des actifs comme l'or, certaines sociétés ou le marché du forex en général, c'est très facile d'aller manipuler le prix du Bitcoin. Donc là, il y a eu des news négatives répandues pour aller faire baisser le prix du Bitcoin et par derrière, les institutionnels sont rentrés à des prix
très attractif, aux alentours des 3000 $, ou alors les 1900 $, je ne sais plus exactement. Donc, quand on regarde notre contexte actuel sur Bitcoin en 2018, on voit que on est certes dans un fort crack depuis le début de l'année, mais un crack qui ne nous a pas amené bien loin à la baisse, si je puis dire. Si l'on compare ça à d'autres cracks de Bitcoin qu'il y a eu par le passé, le crack qu'on a actuellement, il est certes inférieur à d'autres cracks qu'on a pu avoir par le passé. Donc si jamais les institutionnels souhaitent proposer à leurs clients en effet des services d'investissement sur les cryptoactifs, ils vont essayer de le faire au meilleur prix. Or, pour pouvoir le faire au meilleur prix, il faut bien entendu faire baisser le prix le plus possible pour pouvoir placer énormément d'ordre et avoir du volume. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour avoir du volume, il faut ce qu'on appelle secouer toutes les mains faibles. Il faut sortir les mains faibles du marché qui, eux, sont la retail money, justement ces investisseurs particuliers qui sont beaucoup plus enclins à paniquer, à laisser leurs émotions prendre le contrôle sur leurs investissements et donc à, en cas de baisse du Bitcoin, vendre leur position par peur et par panique. Donc, ce qu'auraient besoin de faire les investisseurs institutionnels pour justement secouer toutes ces mains faibles, ce qui créerait énormément de volume sur le marché, car si le prix chute fortement et que de nombreux investisseurs particuliers paniquent et décident de vendre, il va y avoir une opportunité pour ces investisseurs institutionnels d'aller justement acheter les bitcoins que souhaitent vendre les investisseurs particuliers qui, eux, sont en train de paniquer. Quel événement pourrait créer une telle panique? Eh bien, c'est justement la cassure de notre niveau support qui tient maintenant depuis novembre 2017. Cette zone de prix entre les 5700 $ et les 6000 $. C'est une zone qui fait rebondir le prix depuis maintenant un an, une zone qui est défendue par les acheteurs, mais ce qu'on remarque, c'est que les acheteurs ont de plus en plus de mal à défendre cette zone. Si vous regardez, à chaque fois qu'on revient sur la zone, on a certes des rebonds, mais qui se font de plus en plus faibles. C'est donc de plus en plus difficile pour les acheteurs d'aller défendre cette zone. En fait, il y a de moins en moins d'intérêt acheteurs aux alentours de cette zone. C'est pour ça que les rebonds sont de plus en plus faibles dessus. Et au contraire, ça devient de plus en plus facile pour les vendeurs d'aller attaquer cette zone de prix. Ça devient de plus en plus facile pour les vendeurs, tout du moins, d'aller tester la zone, car étant donné que les rebonds sont de moins en moins forts, eh bien le prix doit baisser de moins en moins pour justement arriver sur cette zone. C'est pourquoi, si jamais on devait casser cette zone des 5800, c'est un événement qui pourrait tout à fait être causé par des news négatives, du FUD de la part des médias, etc., ou simplement un mouvement de prix causé par des investisseurs institutionnels souhaitant faire baisser le prix du Bitcoin. Eh bien, si jamais on avait cet événement et cette cassure de ce niveau qui était amené à se produire, là, vous pouvez être certain qu'on rentrerait dans une panique baissière et que de nombreux investisseurs de la retail money paniqueraient et vendraient leur Bitcoin. Et ce serait justement là le bon moment pour la smart money d'aller se placer. Maintenant, vous, si vous voulez réussir dans le milieu de l'investissement, il vous faut tenter, tout du moins essayer d'apprendre à penser et agir comme le fait la smart money. C'est-à-dire, il faut essayer toujours, comme eux, de se placer au meilleur prix, de ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Et donc, essayer dans un scénario de se dire qu'est-ce que ferait l'investisseur particulier et qu'est-ce que ferait la smart money. On ne sait pas si jamais cet événement se produit, et personnellement, je pense que, au vu du contexte actuel technique qu'on a sur Bitcoin, c'est l'événement qui a le plus de chances de se produire. De toute façon, on a deux possibilités. On a trois possibilités, pardon. Soit on casse ce niveau et on rentre dans une panique baissière, soit on le casse à la hausse, soit on continue d'osciller horizontalement, mais à un moment ou à un autre, soit on devra le casser à la baisse, soit on repartira à la hausse. Donc en vérité, il n'y a que deux scénarios possibles. C'est soit on passe en dessous ce niveau, soit on ne passe pas en dessous et on repart à la hausse. Donc purement en termes de probabilité, au vu des fluctuations de prix et des flux de capitaux qu'il y a derrière, le scénario le plus probable au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on aille chercher des niveaux en dessous notre support de cette année. Maintenant, on ne sait jamais où sera le bottom exact de Bitcoin, où sera le point bas. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, c'est impossible.
C'est pourquoi, si jamais on casse ce niveau à la baisse, Bitcoin deviendra de plus en plus attractif, tout du moins du point de vue de la smart money. Pour les investisseurs particuliers, néanmoins, eux, ils auront une vision inverse. Ils diront que Bitcoin devient de plus en plus risqué, devient de moins en moins rémunérateur, et c'est justement un actif dont on doit se débarrasser. Alors que eux, la smart money, vont voir ça comme un actif de plus en plus attrayant et sur lequel on doit se placer de plus en plus. Mais on ne sait pas où sera le bottom, c'est pourquoi vous devez pyramider vos ordres. Ça, c'est très très important. Plutôt que de se placer all-in tout à coup et mettre toutes vos billes à un prix en particulier, il vous faut pyramider vos ordres à la baisse. Si vous avez un capital aujourd'hui que vous souhaitez l'allouer au Bitcoin, alors vous pouvez prendre position sur les prix actuels à hauteur de... Alors, je ne suis pas votre conseiller financier, c'est vous qui prenez la décision. Mais moi, si là j'étais nouvel entrant sur le marché des cryptoactifs, que j'analyse le contexte passé, le contexte actuel à moyen terme depuis l'année 2018, je placerais aux alentours de 10% de mon capital sur les prix actuels. Car en termes de probabilité, je vous répète, il y a plus de chances qu'on descende en dessous de ce prix. Cependant, je peux me tromper. Donc le but dans le cas d'un tel événement, c'est de pyramider à la baisse et donc de placer, d'échelonner votre prise de position à peu près tous les 200 à 250 $. En commençant, tout du moins en premier, aux alentours des 5000. Car si on casse les 5800, il y a très grande chance qu'on ait une panique baissière qui nous ramène premièrement sur les 5000 $. Là, on peut commencer notre pyramidage et nos prises de position. Donc on peut placer par exemple, pour vous donner un exemple, après c'est vraiment à vous de décider de votre pyramidage en fonction de votre profil de risque, etc. Mais on peut déjà placer par exemple 5 à 10% de son capital à 5000. Je vous ai dit on passe par tranche de 200 à 250. Ensuite à 4800, là à nouveau on place par exemple 5 à 10% de son capital. Ensuite sur des niveaux inférieurs tels que 4500, là on peut commencer à placer un peu plus, tel que 15% de son capital. Ensuite, même chose à 4300, là aussi 15% de son capital. Sur des prix inférieurs, plus bas, là, à nouveau, on place 10%. Toutes les tranches de 200 à 250, voilà, on échelonne petit à petit. En plaçant la majorité de notre capital vers des niveaux entre les deux. On a une zone d'intérêt aux alentours des 5000. On a une zone d'intérêt aux alentours ici des 3000. Donc, on a la borne haute, la borne basse. C'est pas logiquement, la partie la plus attrayante, la zone, c'est celle-ci, mais c'est aussi la zone où on a le moins de chances d'aller. C'est pour ça qu'il faut pyramider votre prise de position entre ces deux bornes avec la majorité, si possible, de la prise de position vers le milieu. Un petit peu en haut, un petit peu en bas et une majorité entre les milieux, car c'est là qu'en fait on a le plus de chances d'avoir du volume. Vous allez avoir ceux qui vont vouloir se placer tôt, vous allez avoir ceux qui vont vouloir se placer tard, si possible en ayant le meilleur prix, et on risque d'avoir beaucoup de fluctuations et de volume entre ces deux bornes en fait. Donc c'est pour ça qu'il vous faut pyramider, prendre une minorité de position vers la partie haute, une minorité vers la partie basse, et essayer si possible de prendre des positions un peu supérieures vers le milieu de la zone. Car vous voyez que cette zone-là, c'est une zone qui a énormément de chances de susciter beaucoup d'intérêt. Mais le niveau qui sera lui défendu et où on aura le bottom, ça on ne peut pas le définir. Ça peut très bien être 5000, comme ça peut être 4500, 4100, ça peut être 3600, on n'en sait rien du tout. D'ailleurs, c'est possible qu'on ne revienne jamais sur ces zones et qu'on reparte à la hausse. Là, je vous parle juste d'un scénario de capitulation et un scénario qui est assez probable et qui serait logique de la part de la smart money. Donc voilà comment réfléchit la smart money et comment il faut essayer vous aussi de réfléchir en tant qu'investisseur si vous souhaitez maximiser vos chances de réussir sur les marchés. C'était un petit peu long et je m'en excuse, mais j'espère que j'ai pu vous apprendre une chose ou deux et vous éclairer sur une stratégie possible d'investissement sur le Bitcoin. Je redonne la parole à Crypto Analyst. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon week-end et à la prochaine. Ciao.
Bah écoute, merci à toi, c'était super intéressant. Franchement, ça fait plaisir d'avoir un professionnel de la finance à bord qui nous apporte un petit peu toutes ces choses que bah, il n'y a que quand on travaille dans le milieu du trading et de la banque internationale qu'on peut avoir ces infos-là. Donc je te remercie, c'est vraiment cool. Pour les plus furieux d'entre vous qui sont restés jusqu'ici, je vous propose de vraiment vous inscrire sur notre site. Cliquez sur le lien qui est sous la vidéo pour, si vous n'avez pas encore eu les 2 heures de formation gratuite, vous aurez les 2 heures de formation gratuite sous cette vidéo. Mais surtout, là, durant le mois de novembre, on va vous faire une offre exceptionnelle où la formation, vous allez l'avoir à un prix préférentiel par rapport à décembre. C'est le 2e anniversaire de crypto-formation.fr. Donc pour fêter ça, pour fêter le 2e anniversaire de crypto-formation, ce qu'on fait, c'est on vous fait un super prix pour l'intégralité de la formation jusqu'à la fin du mois. Après, les prix vont augmenter. Et du coup, ceux qui auront souscrit avant le 1er décembre, vous aurez aussi accès gratuitement, bien évidemment, à tous les nouveaux modules de 2019. Et vous aurez aussi accès à la toute nouvelle formation qui ne sera offerte que pour ceux qui ont acheté le pack global, qui est une formation en 20 modules sur la psychologie de marché et la psychologie de l'investisseur. Et ça, c'est un outil vraiment important. Comme vous le savez, je suis psychologue de formation, investisseur secondairement, hein, même si ça aurait été bien pour moi que je sois investisseur au tout départ. Donc psychologue et investisseur, donc il était important que je fasse une vraie grosse formation de psychologie de l'investisseur et de la psychologie de marché. Et donc ce sera en 20 modules. Et cette formation-là sera donc offerte pour toutes celles et ceux qui achèteront la formation, le pack global, avec toute la formation de l'investisseur, toute la formation de trading de Benjamin. Rappelez-vous, Benjamin a créé spécialement pour nous une formation de 6 heures sur le price action trading, et je le remercie encore. Et pour ceux qui auront acheté ce pack global, eh ben, vous aurez en cadeau cette formation sur la psychologie de l'investisseur. Et surtout, elle ne sera pas en vente autrement. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas l'acheter autrement. Donc, vous aurez accès à cette formation gratuitement en bonus pour toute souscription avant le 1er décembre. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, voilà pourquoi est-ce que aussi j'ai moins pu faire de vidéos ces derniers temps. D'ici, j'espère, le 1er décembre aussi, j'aurai sorti mon livre sur le Bitcoin et l'investisseur en crypto-monnaie. Donc je vous dis ça comme ça parce que le nom n'est pas encore finalisé. Le bouquin est écrit, tout est quasiment prêt, il n'y a plus qu'à gérer 3 petites babioles, mais normalement le livre devrait être prêt au 1er décembre. Et après on verra comment est-ce que peut-être qu'on pourra l'offrir en cadeau à certains ou quoi. Donc n'hésitez pas, je vais surtout communiquer là-dessus sur Facebook, sur le Facebook de Crypto Analyst, donc qui est en lien sous la barre d'information, enfin dans la barre d'information. Et n'hésitez pas, du coup, n'hésitez surtout pas à vous inscrire chez nous, vous inscrire gratuitement hein, pour obtenir les 2 heures de formation. Peut-être qu'éventuellement on fera des offres pour obtenir le livre gratuitement. Et puis voilà, en tout cas, mois de novembre, un gros mois de cadeaux avant les prix de décembre pour la formation de 2019. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que Bitcoin sera numéro 1, même si on pourra profiter de la prochaine bulle sur les autres crypto-monnaies sans aucun souci. En tout cas, sécurisez vos investissements aujourd'hui en mettant le paquet sur Bitcoin. Ça, c'est à vous de voir, mais c'est mon avis. Et c'est celui de Benny aussi. À très bientôt, ciao!